Les fourmis, ça m'a pris 12 ans. J'ai commencé ça à l'âge de 16 ans, j'ai terminé ça à l'âge de 28 ans. Durant ces 12 ans, il m'a fallu 6 ans pour trouver un éditeur. Donc je n'ai pas arrêté de le réécrire, j'ai dû le réécrire 100 fois. Au moment où je l'ai amené à l'éditeur qui était vraiment séduit, pour moi, j'étais épuisé. J'en avais marre de réécrire le même livre et je me suis dit, maintenant, cette œuvre est achevée. Et je pensais d'ailleurs qu'il n'y aurait pas d'autres livres. Je pensais que j'avais un seul livre à faire, c'était Les Fourmis, c'était fini, ça m'a pris 12 ans. Et c'est après, quand j'ai vu que les gens n'ont pas compris exactement le message, qu'il y a un message qui parle en fait pas de fourmis, mais qui parle des humains, je me suis dit, il va falloir que je fasse un livre qui explique, qui soit plus précis que les fourmis, et ça a donné Le Jour des Fourmis. Et à partir de là, je suis entré dans une dynamique qui est, j'explique le livre précédent dans le livre suivant. Mais c'est comme si tous mes livres étaient connectés comme des wagons d'un train. Chaque livre explique le précédent et complète l'ensemble de l'œuvre. Donc tous sont incomplets, tous se suivent, et en même temps, il me semble que l'œuvre sera complète quand j'aurai écrit le dernier livre. En fait, la suite de la trilogie des fourmis, c'est Troisième Humanité. C'est pour ça que j'ai repris, mon héros est le petit descendant d'Edmond Wells qui s'appelle David Wells. C'est pour ça que son idée est que l'humanité, dans le futur, va devenir similaire à celle des fourmis. Et en fait, si les fourmis c'était le passé, la Troisième Humanité c'est le futur, et le lien c'est toujours la famille Wells et l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. J'ai pas une obsession pour les fourmis, mais par contre, je suis vraiment reconnaissant de m'avoir permis d'entrer en littérature et de m'avoir permis de faire le métier qui me semble le plus sympathique au monde, savoir raconter des histoires. Dans la mesure du possible, je n'écrase pas les fourmis. C'est-à-dire, si je marche, j'essaie de regarder où je marche et je ne les tue pas. Si j'en ai dans ma cuisine, j'essaie de faire une dérivation où elles vont se nourrir ailleurs. Donc, par exemple, je revois l'endroit où elles rentrent par la fenêtre et je mets de la nourriture à l'extérieur pour qu'elles ne rentrent pas dans la cuisine. J'ai tout le temps trouvé une manière de fonctionner avec elles avec respect. Voilà. Quand j'étais petit, je n'aimais pas les colonies de vacances, donc je restais chez mes grands-parents. Mes grands-parents avaient une villa avec un petit jardin, un tout petit jardin, et je restais à observer les animaux. Alors, il s'avère que les fourmis sont les plus faciles à observer, car quand l'homme approche, elles ne s'enfuient pas. Donc j'ai commencé à les regarder, à essayer de les mettre dans des boîtes à chaussures, à essayer de les entretenir aussi dans des pots. Et au fur et à mesure que je les observais, j'essayais de les comprendre, donc je me suis mis à lire des livres autour de la vie des fourmis, notamment la vie des fourmis de Metternich par exemple. Et après, vers l'âge de 16 ans, j'ai voulu faire un scénario pour un fanzine que j'avais écrit. Et je me suis dit, ce sujet est intéressant parce que les fourmis, c'est l'insecte qui a l'air le moins intéressant possible, donc ça devient un vrai challenge. C'est l'insecte le moins intéressant parce que contrairement aux abeilles, il ne fait pas de miel, donc il n'y a pas un intérêt pour l'homme. Et contrairement aux cafards ou aux mouches, ou aux moustiques, il ne transporte pas de maladie. Donc c'est un animal qui ne fait ni du bien ni du mal, c'est un animal neutre. Donc à ce moment-là, je me suis dit, tiens, cet animal qui a l'air complètement inintéressant, en dehors de la problématique comment s'en débarrasser dans les cuisines, il serait intéressant de le montrer que c'est une civilisation parallèle, puisqu'elle construit des cités, elle construit des routes. Et après, j'ai découvert qu'ils avaient une agriculture, un art de la guerre et un début de technologie qui était en train d'apparaître. Il faut voir une chose, quand j'ai débarqué en 1991 dans le monde de l'édition, dans la liste des best-sellers, il n'y avait que des auteurs qui avaient entre 80 et 90 ans. J'ai demandé à mon éditeur, j'ai dit comment ça se fait qu'il n'y a que des vieux qui écrivent des livres. Il me dit, mais il n'y a que des vieux qui lisent des livres. Il n'y a pas de marché pour les jeunes. Les jeunes, ils jouent aux jeux vidéo, ils regardent la télé, ils vont au cinéma, mais ils ne lisent plus de livres. Donc c'est comme si, tout d'un coup, le monde de l'édition avait décidé que l'objet livre, c'est un objet pour les retraités. Parce qu'ils ont du temps, parce qu'ils ont de l'argent et parce qu'ils ont cette culture. Or, je dis à mon éditeur, moi je suis jeune et je lis des livres, donc il doit y avoir d'autres comme moi. Et quand j'écris Les Fourmis, c'est le genre de livre que j'ai envie de lire. Donc je crois que j'écris pour les jeunes. Et cette chose-là, il m'a dit, ça ne sert à rien, de toute façon, ça sera que des vieux qui sont dans le marché. Et le public de jeunes a pu s'exprimer dans le livre de poche parce que c'est un objet qu'on peut
déplacer plus facilement et surtout, il coûte moins cher. Donc, il s'est passé le grand mouvement, le raz-de-marée, a démarré dans le livre de poche. C'est pour ça que ça me fait tellement plaisir de fêter les 20 ans. Et c'est pour ça que j'ai toujours considéré que le livre de poche n'était pas une version en dessous du livre principal, mais une version complémentaire.